Bonjour à tous, je me présente, je suis Claire Willems, directrice médicale France chez Viatris et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Viatris France et vous partager notre conviction que nous sommes là, utiles pour la santé. Alors, Viatris, c'est un acteur de santé global et il est présent aujourd'hui dans 165 pays et il est né de la fusion entre Mylan et Upjohn en novembre 2020. Nous commercialisons plus de 1400 molécules et faisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards de dollars. En France, Viatris est le premier groupe pharmaceutique en unité. Nous sommes 1350 collaborateurs et nous disposons de 2 sites de production et de conditionnement en France, à Châtillon-sur-Chalaronne et à Meyzieux. Et d'ailleurs, il est à noter que 2 tiers des médicaments commercialisés en France par Viatris sont produits en Europe. Alors, comme vous pouvez le voir sur la slide, Viatris a une ambition, c'est de donner accès au plus grand nombre de produits de qualité. Et nous avons 450 molécules, rien qu'en France, qui couvrent 100% des aires thérapeutiques. Et vous avez ici la gamme et la largeur de gamme, puisque nous avons des médicaments génériques, bien sûr, et nous avons le plus large portefeuille de génériques en France. Et puis, nous avons aussi des produits de marque. Alors, je pourrais nommer en ce moment, puisque c'est la saison de la grippe, bientôt Influvac Tétra, le vaccin. Nous avons aussi des produits en OTC, mais aussi des dispositifs innovants et des produits innovants, comme nous allons aujourd'hui parler du Prétomanide, des Dofprela et des DTX. Donc, si on reprend le sujet du Prétomanine Dofprela, et donc son contexte, on a obtenu, donc c'est une alliance entre TB Alliance et Viatris. Alors, le produit a eu une première autorisation d'accès au marché en fin juillet 2020 au niveau européen. Et il avait été décidé par la société à cette époque, au regard de l'incidence de la tuberculose multirésistante en Europe, de lancer le produit juste en Italie et de donner un accès, une possibilité d'importation pour les différents produits européens. Donc, c'est ce qu'on avait fait dès 2022 en lançant le Dofprela en Italie et en le rendant disponible. Finalement, c'était assez lourd pour les praticiens de faire une demande d'importation. Donc, on a décidé en 2024 de lancer le produit en France. Et c'est ainsi qu'on a travaillé à la création, bien sûr, du dossier de transparence, mais aussi à la demande d'accès précoce. Et on a déposé les deux en avril de cette année, 2025. Et on a reçu l'accord et l'avis positif pour notre demande d'accès précoce de niveau 2, c'est-à-dire post-AMM en tout début du mois de septembre. Et puis, très rapidement, l'avis de commission de transparence avec une ASMR, une amélioration du service médical rendu de niveau 3. Vous le savez, le lancement de l'accès précoce date d'hier, du 23 décembre, et puis le lancement en droit commun, donc le remboursement total est probablement attendu pour début 26. Nous sommes toujours en cours de négociation. Il est à noter aussi que nous avons, au niveau européen, fait une demande d'extension d'indication pour une population plus large sur de nouvelles données, et que cette demande d'extension a été déposée en mars et on espère avoir une extension de l'indication en France en septembre 26. Je vais maintenant laisser la parole à Elsa Granger, qui est responsable médicale dans l'équipe du Prétomanide et qui va vous présenter finalement les données cliniques qui ont été soumises au dossier. Merci.
Bonjour à tous. Du coup, avant de commencer sur les données cliniques, je voulais vous présenter l'indication actuelle qui est donc l'indication de l'accès précoce du prétomanie. Donc, c'est une trithérapie en association avec la bédaquiline et le linezolid pour deux profils de patients. Les adultes atteints de tuberculose pulmonaire qui sont résistants à l'isoniazide, la rifampicine, une fluoroquinolone et un antibiotique injectable de seconde intention. Et les adultes atteints de tuberculose pulmonaire, résistants à l'isoniazide et la rifampicine, qui sont intolérants au traitement ou qui ne répondent pas au traitement standard. Dans le dossier d'accès précoce, donc on a déposé 3 études pour obtenir cet accès précoce. La première étude, c'est l'étude NIX, c'est une étude de phase 3 qui est non comparative. Et l'objectif de cette étude, c'était d'aller évaluer l'efficacité et la tolérance du schéma BEPAL à 6 mois. Il y avait 2 profils de patients dans l'étude qui ont été inclus. Les patients ultra-résistants, donc vous voyez la définition et les critères d'inclusion à l'étude, c'est donc résistant à l'isoniazide, la rifampicine, une fluoroquinolone et un antibiotique injectable de seconde intention, et les patients multirésistants, donc résistants à l'isoniazide et rifampicine avec intolérance ou absence de réponse au traitement standard. La seconde étude qui a été soumise au dossier d'accès précoce, c'est l'étude XENIX, le même profil d'étude, une étude de phase 3 non comparative. L'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de différents schémas de traitement du linezolid à 6 mois également. La population était très ressemblante à la population de l'étude NIX. Donc, on avait des patients ultra-résistants, des patients pré-ultra-résistants. Ici, c'était résistante à rifampicine et soit une fluoroquinolone, soit un aminoglycoside. Et enfin, des patients multirésistants avec intolérance ou absence de réponse au traitement standard. Enfin, la dernière étude qui a été soumise en partie pour obtenir l'accès précoce donc, au dossier, c'est une étude de phase 2-3 qui, cette fois-ci, permettait de soumettre des données comparatives. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'efficacité et la tolérance, à 18 mois cette fois-ci, de 3 schémas thérapeutiques à base de BEPAL, donc le BEPAL, le BEPALM avec la monoxacine et le BEPALC avec la clofazimine. Cette étude et ces 3 schémas étaient comparés à un traitement standard et tout patient inclus étaient des patients qui avaient à minima une résistance à la rifampicine. En ce qui concerne donc la première étude, NIX, étude de phase 3, qui évalue la sécurité et l'efficacité du schéma BEPAL, on avait une cohorte de 109 patients auxquels on a prescrit un schéma BEPAL. Donc, vous voyez la posologie, c'est prétomanide 200 mg par jour, bédaquiline 400 mg par jour pendant 2 semaines, puis 200 3 fois par semaine, et le linezolid à 1200 mg par jour. On avait un critère d'évaluation principal qui était l'issue défavorable, donc l'incidence de l'issue défavorable, qui était définie par 2 points, l'échec de traitement, aussi bien bactérieux que clinique, ou la rechute de la maladie à 6 mois. L'échec de traitement clinique était défini comme un changement de traitement ou un nouveau traitement en raison d'un manque d'efficacité du traitement actuel ou le décès. Et tous les aspects microbiologiques étaient définis par la conversion de culture, qui étaient donc 2 échantillons négatifs consécutifs à 1 semaine. Il y a également des critères et la sécurité qui a été évaluée au cours de cette étude, et elle était définie par la mortalité toutes causes confondues et tous les événements indésirables survenus entre le début de traitement et 14 jours après la fin du traitement. Globalement, la population de l'étude, il y avait 50% de patients séropositifs, un âge médian à 35 ans. La majorité des patients avaient reçu un traitement antituberculeux 1 mois avant l'inclusion au protocole. Et sur les profils de résistance, vous voyez une majorité de patients tuberculeux ultra-résistants et ensuite moitié-moitié entre des patients tuberculeux multirésistants, intolérants et absents et qui ne répondaient pas au traitement standard. Les résultats. Donc, à gauche de la slide, vous voyez les résultats aux critères principaux. Donc, à 6 mois après la fin du traitement, il y a eu 8% de survenue de résultats défavorables, donc sur toute la cohorte de patients. Et si on va dans le détail, il y a eu 10% de résultats défavorables pour la population ultra-résistante et 5% pour la population multirésistante. Parmi les résultats défavorables étaient à noter donc 6 décès, 1 retrait de consentement et 2 rechutes. L'étude a conclu donc à une efficacité du schéma BEPAL pour les patients ultra-résistants et multirésistants avec intolérance et absence de réponse au traitement standard à 6 mois. À droite, donc, vous voyez l'analyse de tolérance de cette étude. À noter qu'au cours de l'étude, tous les patients ont eu un effet indésirable. 6 patients sont donc décédés. Il y a eu 17% d'effets indésirables graves et les effets indésirables de grade 3 ou plus ont été comptabilisés à peu près 57%. Et là, vous avez une liste des effets indésirables les plus fréquents, donc à 70% des neuropathies sensorielles périphériques, des nausées, des vomissements. Il y a eu 48% de myélosuppression qui était dans la plupart du cas amené à une anémie. Il y a eu des effets indésirables hépatiques à la hauteur de 33% qui étaient représentés par une augmentation des gamma-GT, transaminases, ALAT et azate.
À noter que la plupart des patients de l'étude ont vu leur dose soit réduite, soit carrément interrompue en ce qui concerne le traitement par le linezolide. Et donc, ça m'amène à la seconde étude qui a été soumise pour le dossier d'accès précoce, qui est l'étude Xenix, qui évaluait différentes durées de traitement et différents dosages du linezolide pour avoir le meilleur profil bénéfice-risque. Et donc, c'est pour ça que le schéma, comme vous le voyez à gauche, on a formé 4 groupes de patients. Les 4 groupes de patients ont reçu le schéma BEPAL avec la dose de bénaquiline qui était la même dans tous les groupes, donc 200 mg par jour pendant 8 semaines, puis 100 mg par jour, et le prétomanide à 200 mg par jour. Et ensuite, la dose et la durée de l'inésolide variaient. Il y a un groupe où il y a eu 1200 mg par jour pendant 26 semaines, un groupe où il y a eu 1200 mg de l'inésolide par jour pendant 9 semaines, plus du placebo jusqu'à la fin des 26 semaines, un groupe avec 600 mg par jour de l'inésolide et un groupe avec 600 mg pendant 9 semaines, puis du placebo. Donc un petit peu la même logique entre 1200 mg et 600 mg. Et les critères principaux d'évaluation, c'était le même critère que pour Xenix. C'est une incidence d'une issue défavorable définie comme échec de traitement ou rechute à 6 mois. Il y a eu une évaluation de sécurité également au cours de cette étude qui comprenait de la même façon tous les événements indésirables et tous les décès, quelle que soit la cause. Et globalement, vous voyez, la population est assez ressemblante aussi avec l'étude précédente. Donc, on a 20% de patients séropositifs, un âge médian de 36 ans, la majorité des patients avec tuberculose ultra-résistante ou pré-ultra-résistante et une plus faible partie de tuberculose multirésistante avec intolérance ou absence de réponse au traitement standard. Donc là, vous voyez les résultats de cette étude, cette seconde étude soumise au dossier, l'étude Xenix, au critère principal, donc l'incidence de l'issue défavorable à 6 mois. Et on voit que dans les 4 groupes avec les 4 schémas de l'inésolide différents, l'incidence d'issue défavorable la plus basse, c'est ce que vous voyez entouré, c'est les 7% et 9%, et ça correspond aux groupes qui ont reçu le linezolide pendant 26 semaines à 1200 mg et pendant 26 semaines à 600 mg. Parmi ces patients, donc dans le groupe avec le linezolide à 1200 mg, il y a eu 2 échecs cliniques et un retrait, et pour le groupe à 600 mg, il y a eu une rechute, un échec et 2 retraits. Donc la conclusion au critère principal, c'est donc une efficacité élevée et à long terme du schéma BEPAL pendant 6 mois pour les 3 populations de patients inclus à l'étude. Et ensuite, il y a une analyse de tolérance qui a été faite à partir des 2 groupes avec l'incidence la plus basse d'issue défavorable. On est allé comparer la tolérance dans ces 2 groupes, notamment en ce qui concerne les effets grade 3, les effets graves, les neuropathies périphériques, les myélosuppressions, les effets hépatiques également. Et comme on peut le voir sur la droite de la slide, et systématiquement, on a des fréquences d'apparition de ces effets indésirables qui sont plus bas dans le groupe du linezolide à 600 mg pendant 26 semaines. Donc, par exemple, on passe pour les effets grade 3 ou plus de 30% à 20%, pour les myélosuppressions de 22% à 2%. Et on voit aussi, tout en bas du tableau, qu'en ce qui concerne l'interruption du linezolide ou la modification de dose, elle est beaucoup moins fréquente dans le groupe du linezolide 600 mg pendant 26 semaines. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui ont amené à conclure l'étude avec un linezolide 600 mg pendant 26 semaines qui est le profil bénéfice-risque le plus favorable pour ces patients. Donc, à la suite de ces 2 études, la posologie a été définie sur l'indication et au regard des données des 2 études cliniques. Donc, vous pouvez la voir à gauche, c'est le prétomanide 200 mg par jour pendant 26 semaines, le bédaquiline en comprimé à 400 mg par jour pendant 2 semaines, puis 200 mg 3 fois par semaine pendant 24 semaines, et le linezolide à 600 mg jour pendant 26 semaines, c'est ce qu'on vient de voir. Le mécanisme d'action, pour votre information, il y a un double mécanisme, donc soit en condition aérobie, on inhibe les synthèses des lipides de la paroi cellulaire des bactéries, ou en condition anaérobie, c'est la production d'espèces réactives à l'azote. Enfin, donc, vous avez la dernière étude qui a été soumise donc, en partie, comme je vous disais, au dossier, qui nous permettait pour la première fois d'apporter des données comparatives par rapport à un traitement standard. Cette étude, comme vous pouvez le voir, du coup, elle a été divisée en 2 stades. Il y a eu 2 stades différents avec 2 objectifs bien distincts dans ces 2 stades. Donc, le premier stade, l'objectif, c'était de sélectionner le schéma le plus prometteur entre le BEPAL, le BEPALC, donc avec la clofazimine, et le BEPALM avec la moxifloxacine, qui était donc le plus prometteur en termes d'efficacité et de sécurité. Et là, vous voyez les 2 critères. Donc, l'efficacité, c'était basé sur le pourcentage de conversion de culture à 8 semaines. Et la sécurité, c'était le pourcentage d'arrêt de traitement, quelle que soit la raison, à 8 semaines également. Et ensuite, il y a eu le schéma le plus prometteur, donc en conclusion du stade 1, qui a été intégré au 2e stade de l'étude. Et on comparait ce schéma prometteur au bras de référence
à 72 semaines en termes d'efficacité et de sécurité. Et ici, le critère d'évaluation principal, c'était un petit peu comme dans les deux études précédentes, un statut défavorable, donc soit un décès, soit un échec thérapeutique, un arrêt de traitement, une récidive ou une perte de suivi à 72 semaines cette fois-ci. Donc on allait plus loin. Et les critères de sécurité regroupaient tous les effets indésirables de grade 3 ou plus, les effets indésirables graves à la fin du traitement à 30 jours, à 72 semaines et à 108 semaines. Et ils ajoutaient également un allongement de l'intervalle QT à 24 semaines. Du coup, dans cette étude, vous voyez en haut à droite les différents bras qui ont été constitués. Donc, les 3 premiers bras qui étaient à base de schéma BEPAL. Donc, vous voyez la posologie de ce schéma. Donc, le prétomanide, c'était 200 mg jour dans ces 3 schémas. Bédaquiline, 400 mg jour pendant 2 semaines, puis 200 mg 3 fois par semaine. Et le linezolide était à 600 mg jour pendant 16 semaines, puis 300 mg jour. Et il y a un groupe où on a ajouté le moxifloxacine à 400 mg jour. Et il y a un groupe où on a ajouté le clofazimine à 100 mg jour. Ensuite, il y a les traitements de référence, qui était le traitement standard approuvé localement, aussi conforme que possible aux recommandations de l'OMS. Et vous avez en haut à droite une liste des médicaments qui ont été prescrits dans le cas des patients qui appartenaient à ce groupe. Donc, il y avait approximativement entre 4 et 7 médicaments. Ça pouvait être une quinolone, un antiantibiotique injectable de seconde intention, l'isoniazide, la bédaquiline, le délamanide. Et il y avait 2 types de schémas, un schéma court de 36 à 44 semaines et un schéma plus long de 73 à 80 semaines. Ici, vous avez donc les résultats de cette dernière étude, les résultats critères principaux. Donc, il y a une population d'âge médian de 36 ans, un statut positif au VIH à peu près à 37% chez ces patients. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de patients qui ont une tuberculose multirésistante. Donc, on a 80% de patients avec tuberculose multirésistante, dont 26 patients résistants au fluoroquinolone et 1% de patients seulement résistants à la bédaquiline. La première étape de l'étude, qui était donc de sélectionner le schéma le plus prometteur entre le BEPAL, le BEPALM et le BEPALC, a statué sur le BEPALM comme étant le schéma le plus prometteur en termes d'efficacité et de sécurité sur la base de taux de conversion de culture plus élevés, du coût inférieur et de la classification de l'OMS comme la moxifloxacine comme étant un des médicaments du groupe A. Pour autant, et comme je vous disais, nous on a soumis une partie de cette étude au dossier d'accès précoce où on a comparé le BEPAL, qui est donc le traitement de l'indication actuelle par rapport au traitement de référence approuvé par l'OMS, et donc au critère principal de l'étape 2 qui est l'issue défavorable à 72 semaines. On conclut dans 41% des cas d'issue défavorable pour le groupe de traitement standard par rapport à 14% pour le groupe BEPAL. La plupart du temps, c'était dû à un arrêt précoce du traitement à cause, dans la plupart des temps, encore une fois, d'effets indésirables. La conclusion de l'étude, c'est que le schéma BEPAL à 24 semaines était plus performant que les traitements standards pour les patients multirésistants et pré-ultra-résistants. Et une information qui est importante à noter, c'est que cet essai a cessé de recruter sous la décision du comité de surveillance et de sécurité, sous la raison que le schéma BEPAL est apparu comme plus efficace que le traitement de référence. Ils ne pensaient pas que c'était une dynamique qui était amenée à évoluer dans un sens inverse, donc ils ont arrêté de recruter au bout d'un moment de l'étude. La dernière information à présenter sur cette dernière étude, c'est donc l'analyse de tolérance qui portait sur l'intervalle QT et les effets indésirables de grade 3 ou plus et les effets indésirables sérieux. Donc, il n'y a pas eu d'allongement QT dans le groupe BEPAL. Il y en a eu un petit peu dans le groupe de référence. Donc, en moyenne, on avait un intervalle QT à 440 millisecondes pour le groupe de référence et à 421 pour le groupe BEPAL. Et en ce qui concerne les effets de grade 3 ou plus et les effets sérieux, on est en moyenne aussi bien à 30 jours qu'à 108 semaines qu'à 72 semaines, avec une incidence de 20% d'effets indésirables par rapport au traitement standard où la moyenne est plutôt autour de 50% pour les effets hépatiques, cardiaques et les anémies dans la plupart du temps. Et la conclusion donc de la tolérance, c'est donc, comme vous pouvez le voir, que le groupe BEPAL a moins d'événements indésirables graves et moins d'événements de grade 3 ou plus que dans le groupe de traitement standard. Et enfin, et là c'est juste pour superposer les populations des études cliniques par rapport aux populations définies par l'OMS comme étant des tuberculoses résistantes. Comme vous pouvez le comprendre, nos 2 premières études, NIX et ZENIX, permettent de couvrir la population multirésistante avec intolérance ou absence de réponse au traitement standard. Ils permettent également de couvrir les populations pré-ultra-résistantes, donc multirésistants avec une résistance au fluoroquinolone. Et enfin,
Comme vous l'avez compris, on a soumis l'étude practicale uniquement pour le BEPAL pour soutenir l'accès précoce, mais on l'a soumis dans son intégralité en mars dernier pour l'extension d'indication. Et à partir de septembre 2026, et si c'est accepté, on pourra également couvrir les patients rifampicine résistants. C'est tout pour moi, et là, je vais vous laisser la main à la BNDMR pour vous présenter le PITRD. Merci Elsa. Donc, je me présente, je suis Mathieu Benaton, chef de projet en charge des partenariats au sein de la BNMR. Je suis accompagné côté BNMR de Solange Roumangos, qui est responsable de l'équipe projet. Nous allons vous présenter la partie recueil de données. Donc, comme cela a été dit en introduction, le laboratoire Viatris a récemment obtenu une autorisation d'accès précoce pour son médicament Dovprela, donc dans l'indication qui a été précisée en introduction. Le recueil de données s'effectue dans l'outil Bamara qui est utilisé en routine dans le cadre des soins dans les centres maladies rares. Et je vais donc vous montrer comment créer et remplir le set de données minimum traitement, le SDMT, pour le Dovprela dans cet outil Bamara, afin d'effectuer le recueil de données qui est prévu dans le protocole d'utilisation thérapeutique de cet accès précoce. Et comme il s'agit d'un accès précoce post-AMM, donc un AP2, il y a uniquement la fiche d'accès au traitement à remplir. Donc vous verrez que c'est assez rapide et simple à compléter. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer comment cela est réalisé. Donc, je vais d'abord me déconnecter. Donc, je vais commencer par vous présenter la documentation disponible sur le site web de la BNDMR. Donc, les documents ne sont pas encore publiés parce qu'on va évidemment publier ce replay vidéo de formation. Donc, une fois que ce sera fait, vous aurez toute la documentation utile. Donc, vous la retrouvez dans l'onglet « Le projet »,« Les données collectées », le SDMT, donc le set de données minimum traitement, et vous avez documentation des SDMT. Et donc, vous trouvez ici tous les documents qui concernent les accès dérogatoires que nous gérons via Bamara. Et donc, vous aurez un nouvel encart spécifique pour cet accès précoce Dovprela. Donc, vous aurez le guide général utilisateur du SDMT de Bamara, donc il y a un guide générique pour tous les accès dérogatoires, tous les accès précoces dans Bamara. Et vous aurez un guide des variables spécifiques au Dovprela, donc pour vous définir l'ensemble des items à collecter dans ce recueil de données, et le lien YouTube replay vidéo de cette formation que nous avons publié. Et vous retrouvez également dans l'onglet Espace patient, évaluation de médicaments en cours ou réalisés, et vous aurez un nouvel encart également pour le Dovprela avec l'ensemble des informations sur l'accès précoce et la note d'information à remettre au patient pour chaque recueil de données. Le recueil de données est basé sur le protocole d'utilisation thérapeutique qui est de recueil de données, donc le PUTRD, que vous trouvez sur le site de l'AHS. Donc c'est ce document qui explique quelles données collecter, les critères d'éligibilité et de non-éligibilité à cet accès précoce. Donc voilà, c'est un document important avec à la fin en annexe la note d'information à remettre au patient. Donc je vais maintenant effectuer la démonstration. Donc je vais l'effectuer dans un environnement de test, bien sûr. Donc c'est pas des données réelles, uniquement des données de démonstration. Donc sur Bamara, vous vous loguez de manière classique, hein. Vous avez un login et mot de passe. Vous arrivez sur votre page d'accueil Bamara. Donc, imaginons que je sois un médecin qui souhaite faire une demande de traitement pour un patient suivi dans mon centre et éligible au traitement. Donc, il faut tout d'abord vérifier que vous vous situez bien dans un site éligible à cet accès précoce. Donc, c'est dans le bandeau situé en haut. Donc, encore une fois, c'est un environnement de test, donc c'est fictif, hein, c'est un centre qui n'est même pas concerné par cet accès précoce dans ce cas présent, mais il faut bien vérifier que vous êtes dans ce centre. On a ouvert ce centre à tous les sites qui ont vu au moins un patient atteint de tuberculose. Donc, si vous constatez que vous n'avez pas accès au recueil de données, contactez-nous et voilà, nous verrons au cas par cas pour vous permettre d'accéder à ce SDMT Dovprela. C'est normalement possible assez rapidement et facilement dans nos outils de paramétrage.
Donc, soit vous sélectionnez un patient que vous avez déjà dans cette liste, vous avez également l'encart recherché en haut. Je vais prendre l'exemple d'une fiche patient qui n'existe pas encore. Donc, vous cliquez sur Nouvelle fiche patient. Donc, on va créer un patient fictif. Nom, prénom, de manière classique, sa date de naissance. Sexe. Donc là, vous créez une fiche patient et vous trouvez dans le SDM. Donc c'est le set de données minimum qui est rempli en routine dans les centres maladies rares. Donc c'est indépendant de cet accès précoce. C'est tous les items classiques administratifs de prise en charge, d'activité de diagnostic du patient. Et les conditions pour pouvoir déclencher le nouvel onglet SDMT d'Offprela relatif à l'accès précoce, c'est que le patient ait au moins une prise en charge, donc dans le centre concerné. Donc vous voyez que ça correspond bien au centre dans lequel je suis placé. Donc il faut qu'il y ait au moins une prise en charge, disons que c'est une prise en charge depuis aujourd'hui dans ce centre. Donc la prise en charge doit exister. Il faut que le patient ait un diagnostic autre qu'indéterminé. Donc, un diagnostic confirmé, probable, suffit, mais voilà, de manière classique, ça sera un diagnostic confirmé. Donc, vous pouvez saisir ensuite ici le code ORPHA, donc la maladie rare concernée par le patient. Donc, dans ce cas-là, c'est tuberculose pulmonaire. Il faut également que le patient, bien sûr, ne soit pas décédé. Donc, c'est une coche qui existe dans l'onglet données administratives tout en bas. Donc, voilà, le patient est décédé, il faut bien que la case ne soit pas cochée. Donc, je disais donc un diagnostic autre que indéterminé. Et vous voyez qu'ici, vous avez dans l'onglet recherche un item qui s'appelle recueil de données spécifiques au traitement. Et là, vous venez cliquer sur Dovprela prétomanide. Vous sauvegardez. Et vous voyez que vous avez un nouvel onglet Dovprela qui s'ouvre tout en haut de votre page. Donc, vous cliquez dessus. Et vous vous situez maintenant dans le recueil de données d'accès précoce d'Offprela, donc sur la fiche d'accès au traitement. Donc pour valider cette fiche, il faut remplir tous les items que vous voyez affichés avec une étoile. Donc c'est tous les items de ce recueil de données, se définit dans le protocole d'utilisation thérapeutique, le PUTRD. Donc vous renseignez la date de la demande. Donc classiquement, ça peut être aujourd'hui. Donc si vous cliquez sur le bouton aujourd'hui, vous avez la date automatiquement du jour qui s'affiche. On vous demande si le traitement a déjà été débuté dans le cadre d'un accès compassionnel dans une autre situation. Donc, supposons que dans ce cas, ce n'est pas le cas. Vous avez ensuite des items relatifs à l'état du patient. Donc, on vous demande le type d'atteinte, donc si c'est une tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Le résultat de l'examen microscopique direct, donc s'il est positif, négatif. La date du diagnostic de la résistance à la rifampicine. Donc, je vais saisir une date, encore une fois, fictive. Et on vous demande ensuite pour 4 types de traitements si le patient montre une résistance au traitement ou une intolérance, absence de réponse. Donc, pareil, vous répondez à l'ensemble de ces items. Donc, je sais c'est assez rapidement sur des exemples fictifs ce qu'il en est du patient. On vous demande ensuite l'indice de performance OMS. Donc, c'est une échelle de 0 à 4, où 0, il s'agit d'une activité normale sans restriction, ou 4, un patient complètement grabataire, incapable de se prendre en charge, qui reste totalement confiné au lit ou dans une chaise, et avec des niveaux intermédiaires entre les deux, donc une échelle de 0 à 4. Donc, prenons l'exemple d'un patient qui se situe à 3, donc avec une capacité de prise en charge propre beaucoup plus limitée. On vous demande ensuite les traitements antérieurs qui ont été pris par le patient pour la même maladie rare. Donc, c'est tout traitement en lien avec la maladie qui ont été pris et qui ne sont plus d'actualité pour ce patient. Donc, par exemple, que le patient avait la rifampicine, par exemple. On a un exemple. Donc, pour renseigner le traitement, c'est le référentiel TERIA qui est utilisé. Donc, vous avez juste à saisir le traitement et vous aurez des suggestions. Donc, je saisis le traitement concerné. On vous demande la date de début du traitement, donc depuis quand il a été pris. Donc, saisissez ici la date de début, ensuite la date d'arrêt. Si le traitement a été arrêté par exemple un mois après, vous saisissez. Vous pouvez ajouter d'autres traitements, autant de lignes que vous le souhaitez, en cliquant sur le petit plus en haut à droite. Vous pouvez également supprimer une ligne que vous avez saisie ici, en cliquant sur l'icône poubelle. On vous demande ensuite les traitements concomitants en lien avec la même maladie rare.
et ou soins de support. Donc, c'est tout traitement en lien avec la maladie qui sont encore pris par le patient. Donc, classiquement ici, on vous le rappelle dans ce texte, c'est que ce traitement d'Ofprella est associé à la bétaquiline et à l'inésolide. Donc, de manière classique, vous devriez renseigner ces traitements puisqu'ils doivent être pris par le traitement par le patient de manière concomitante au traitement d'Ofprella. Donc, on saisit le traitement, on vous demande également une date de début. Et je vais également garder la même date qu'auparavant pour l'exemple. On vous demande la dose journalière moyenne, donc de manière classique, c'est du 400 mg une fois par jour. Donc on saisit ici 400 avec l'unité. Donc vous avez des unités proposées avec la possibilité de saisir une unité autre si elle n'est pas référencée dans les propositions. Donc ici, le milligramme est bien proposé. L'inésolide qui est également en traitement concomitant. C'est en 600 mg par jour. Donc voilà, on va suivre les recommandations indiquées au-dessus. On vous demande ensuite les comorbidités du patient. Donc s'il n'en a aucune, vous avez une coche aucune à saisir et dans ce cas-là, ça vous grise l'item. Si le patient a une des comorbidités listées, donc vous avez le VIH, hépatite C, hépatite B ou autre. On va prendre l'exemple, on va saisir un patient VIH et autre. Et si vous saisissez autre, vous avez un champ de texte libre où vous pouvez saisir une autre comorbidité. Donc là-dessus, sur cet item, vous saisissez l'autre comorbidité que vous souhaitez renseigner. Donc, prenons l'exemple, je sais pas, d'un patient atteint d'une obésité, par exemple. Ensuite, la taille du patient en centimètres. Donc, on prend des exemples. Un poids du patient en kilos. Donc, on va prendre l'exemple d'un patient qui fait 100 kilos. Le traitement, on vous demande la posologie envisagée. Donc, vous avez une proposition qui est la posologie recommandée. Donc, c'est un comprimé de 200 mg une fois par jour pendant 26 semaines. Dans le cas d'un patient qui aurait une posologie autre adaptée, vous avez toujours la possibilité de renseigner autre. Et dans ce cas-là, vous devez saisir manuellement la dose, l'unité de la dose et la fréquence du traitement. Donc, on va prendre l'exemple d'un patient entre guillemets standard où on administre bien la posologie recommandée, donc qui est un comprimé de 200 mg une fois par jour. On demande ensuite la durée envisagée du traitement. Donc là-dessus, vous saisissez la durée, donc c'est normalement 26, on va mettre 26 semaines. Vous pouvez renseigner d'autres en jours ou en mois également. Vous avez ensuite un encadré qui est l'engagement du prescripteur. Donc, vous mettez votre nom prescripteur. Donc, vous devez bien sûr être inscrit sur Bamara pour que vous soyez référencé. Donc, là-dessus, on est sur un environnement de test pour rappel. Donc, voilà, je mets le nom de test. On vous demande si le patient remplit bien les critères d'éligibilité et ne remplit aucun des critères de non-éligibilité, donc qui sont rappelés pour rappel dans le PIT-RD qui fait référence. Coche la case. Et on vous demande si les documents d'information du PIT-RD ont bien été remis au patient qui a été informé de la collecte de ces données à caractère personnel. Donc, on va saisir oui. Et là, vous voyez que vous avez le bouton valider la fiche qui s'est dégrisé et qui est désormais cliquable. Donc, ça va vous permettre de valider la fiche. Vous voyez que ça grise tous les champs. Vous avez toujours la possibilité de repasser en mode édition pour modifier la fiche en cliquant sur le crayon en haut. Et vous voyez que le fait d'avoir validé la fiche a généré un numéro d'accès précoce unique au patient et qui va notamment permettre de servir de numéro de référence pour la commande du traitement au patient. Donc, c'est un numéro standard AP d'Ofprella et avec un numéro associé. Donc, une fois que vous avez validé la fiche, avec le numéro d'accès précoce attribué, vous sauvegardez et quittez à la page, donc c'est tout en bas, vous voyez sauvegarder et quitter. Vous retombez sur la fiche du patient, donc avec ses données minimum, donc le SDM, et l'onglet d'Ofprella pour le SDMT, donc la partie accès précoce. Et vous pouvez voir toutes les données que vous avez saisies dans ce qu'on appelle le mode show, donc c'est le mode d'affichage pour voir les données saisies, avec toujours la possibilité de repasser en mode édition pour ressaisir des données. Vous voyez également cette icône à côté, création du PDF. Ça va vous permettre de générer un PDF de la fiche d'accès au traitement que vous avez remplie. Et c'est cette fiche que vous allez transmettre à votre PUI, avec à votre pharmacie hospitalière, qui va passer commande auprès du laboratoire. Donc vous cliquez sur création du PDF. Et donc vous voyez que vous avez cette fiche d'accès au traitement dans un format PDF avec toutes les données que vous avez renseignées.
de manière partiellement anonymisée. Donc, vous voyez que le nom du patient, on a les 3 premières lettres, le prénom, les 2 premières lettres, le numéro d'accès précoce, donc l'identifiant unique du patient, et donc toutes les informations sur l'état du patient que vous avez renseignées, sur l'intolérance et résistance au traitement du patient, ses traitements antérieurs, ses traitements concomitants, les comorbidités. Et ensuite, en bas, la posologie envisagée, l'engagement du prescripteur. Et ensuite, en bas, l'encart que remplira notamment le pharmacien au moment de la commande, avec son email, la date, la signature du pharmacien. Donc, pour rappel, hein, ce PDF doit être transmis par le médecin à sa pharmacie hospitalière qui elle-même va passer commande auprès du laboratoire en envoyant cette fiche d'accès au traitement et un bon de commande. Vous pouvez également voir de manière synthétique les patients concernés par l'accès précoce dans votre centre. Donc, vous avez un onglet en haut, vous cliquez « Patient d'Ovprela ». Et donc ici, vous avez la liste de tous les patients de votre centre qui ont un SDMT d'Ovprela, donc un recueil de données d'accès précoce d'Ovprela dans Bamara, avec de manière synthétique leur nom, prénom, sexe, date de naissance. Et là, vous voyez les taux de complétion, donc 100%, parce qu'on a rempli 100% de la fiche, et complétion totale également 100%, puisqu'on a une seule fiche, donc c'est le taux de complétion de la fiche d'accès au traitement. S'il y a un événement indésirable qui est constaté chez le patient, il faut effectuer une déclaration auprès du CRPV géographique via le système national de déclaration. Donc, c'est pas fait dans Bamara, c'est bien fait de manière classique auprès du CRPV. Et j'en ai fini avec la démonstration. Donc, comme je disais, ce replay est donc disponible sur notre site web. Pour rappel, dans l'encart, le projet, les données collectées, le SDMT, documentation du SDMT. Je vous remercie pour votre attention.